Il est 7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Emmanuel Vargon qui est ministre délégué au logement. Oui, bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. Conseil de défense sur le Covid aujourd'hui, Emmanuel Macron demain soir à la télé. Est-ce qu'on va vers des reconfinements locaux ou même des couvre-feux le soir ? Bon, le Premier ministre s'est exprimé hier, vous savez, il a dit on va tout faire pour éviter le reconfinement. Tout notre objectif, c'est de prendre des mesures au plus justes qui permettent de garder de l'activité économique, de garder notre liberté d'aller et venir, et puis d'endiguer l'épidémie. Donc à ce stade, on en est à la fois à des mesures ciblées, restaurants, bars, protocoles, et à un appel à la responsabilité de chacun, parce qu'on ne va pas mettre un policier derrière chaque Français. Ouais. Le sujet, c'est que chacun accepte de modifier un peu ses habitudes, de restreindre le nombre de personnes qu'on voit, qu'on invite, le temps que les chiffres s'améliorent. Oui, donc ça pourrait être un couvre-feu, hein, si je vous suis, si je traduis un petit peu. Non, mais même si c'est pas annoncé, mais on pourra. C'est une bonne piste, quoi. C'est ce que vous dites, quoi. Le président de la République s'exprime demain. Il y a un conseil de défense encore aujourd'hui. Tout ça est évolutif, évidemment. Le Premier ministre l'a dit hier. On ne peut absolument rien exclure parce qu'on attend de voir comment est-ce que l'épidémie évolue. Mais nous en sommes à des mesures ciblées sur certains secteurs économiques. L'objectif, en quelque sorte aussi du gouvernement, c'est de maintenir les activités économiques globalement et de restreindre un petit peu ce qui est du domaine de la sphère privée, quoi. L'objectif, c'est de maintenir au maximum l'activité économique, l'activité scolaire, que les enfants puissent aller à l'école, la liberté d'aller et venir. Et après, si dans notre vie amicale, il faut qu'on réduise un peu les contacts, c'est une manière d'être responsable et solidaire les uns des autres. Oui. Est-ce que la France est un mauvais élève quand on regarde nos voisins étrangers ou asiatiques, par exemple ? Je crois qu'on a tous du mal à trouver les bonnes mesures face à cette épidémie. Chaque pays essaye des mesures différentes. Je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais élèves. Il y a chaque culture qui essaye de s'adapter pour savoir comment faire face à une épidémie qu'on n'a jamais connue. Oui, c'est vraiment vrai, totalement inédit. Quand on regarde les Allemands, c'est quand même très étonnant, quoi. Ils ont des chiffres très très bas comparativement à nous. Moi, je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne pourrais pas répondre à la question de différence entre les Allemands et les Français. Je ne sais pas si on compte exactement la même chose, mais en tout cas, je pense que chaque pays fait ses propres efforts pour trouver sa trajectoire. Oui, à propos des populations à risque, nous sommes à la veille de l'hiver, les plus démunis, les mal logés, sont-ils les plus exposés au Covid et les plus touchés par la crise aussi ? En tout cas, ils sont exposés parce que bien sûr, la contamination peut se produire soit dans la rue, soit dans des centres d'hébergement, en particulier quand ce sont des centres collectifs avec des dortoirs. Après, ça dépend de la manière dont c'est géré. J'étais hier dans 2 centres d'hébergement, un à Paris, dans le 12e arrondissement, géré par Emmaüs, et un à Toulouse. Dans les 2 cas, on n'a pas eu de surcontamination, ce sont souvent des chambres individuelles. On a fait un très gros effort. On a ouvert beaucoup plus de places. On a ouvert 30 000 places supplémentaires l'année dernière et on les maintient justement avec moins de dortoirs, plus de chambres individuelles ou familiales d'ailleurs, pour que les protocoles sanitaires puissent aussi être appliqués. Oui, et c'est ça. Et alors là, il va y avoir de nouveaux centres d'urgence d'ouverts. Et combien de places au total pour cet hiver ? Alors là, vous avez parlé de 30 000, moi j'avais vu un chiffre de 45 000. Donc là, d'abord, nous essayons d'ouvrir des places pour les personnes qui en ont le plus besoin. Hier, je suis allée à la rencontre de centres qui accueillent des grands marginaux, soit des personnes qui ont été à la rue longtemps et qui ont des difficultés à revenir en hébergement, soit des jeunes et souvent aussi des jeunes avec des animaux. Et c'est important parce que, vous savez, c'est parfois très important un animal comme compagnon à la rue. On a besoin de multiplier ces centres. C'est pour ça qu'avec Olivier Véran, nous avons lancé un appel pour ouvrir plus de centres de ce type. On voudrait en ouvrir au moins une dizaine de plus, peut-être plus. Après, globalement, on a environ entre 160 000 et 180 000 personnes hébergées en France chaque nuit, donc c'est considérable. Plus en ce moment qu'en période normale, et nous allons continuer. Nous avons ouvert 30 000 places supplémentaires au moment du confinement. Maintenant, j'en pérennise 14 000. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie, nous verrons comment faire. Nous avons aussi besoin d'endroits pour accueillir ces personnes, et je lance aussi un appel aux maires parce que parfois les maires ne sont pas très motivés pour accueillir un centre d'hébergement, même temporaire, et c'est pareil, dans cette période nous avons besoin de solidarité, en particulier vis-à-vis des plus fragiles. Mais alors les centres temporaires qui pourraient être où alors, dans pas des gymnases, dans des maisons désaffectées jusqu'à présent ? Il y a souvent des bâtiments qui ne sont plus utilisés, soit parce qu'il y a une démolition prévue ou un programme d'aménagement prévu, et donc dans ces bâtiments, même si on sait que dans 1 an, dans 2 ans, ils seront réutilisés
ou démolis, on peut faire des travaux le temps d'accueillir des personnes. Typiquement, dans le 12e arrondissement, hier, à Paris, ce sont des locaux de la SNCF qui ont vocation un jour à être transformés en vrais logements, mais qui, en attendant, accueillent de façon temporaire pour 1 an ou 2 ans des familles. Oui, ça peut faire un objectif de combien de places au total, ça? Alors, si vous avez pas mesuré encore pour l'instant, parce que vous dites 180 000, on pourrait arriver à plus de 200 000? Je ne sais pas à combien de places on arrivera. En tout cas, notre objectif, c'est de ne laisser personne sans solution. Oui, d'autant que, est-ce que la crise sanitaire, plus la crise économique également, qui est en cours actuellement, fait exploser le nombre de SDF? Alors, on a du mal à mesurer, et c'est d'ailleurs une des questions que j'ai posées à mon arrivée. Comment fait-on pour mesurer? Nous allons relancer un recensement avec l'INSEE. C'est le dernier, date de 2012, et c'est pas facile sinon. Je pense qu'on a plutôt des personnes qui ne se manifestaient pas auprès des services sociaux, qu'on voit apparaître, qui appellent le 115. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on ait plus de personnes. En revanche, on a plus de demandes. Nous avons aussi d'autres types de cas particuliers, par exemple des femmes avec des très jeunes enfants qui ne savent pas où dormir, voire des femmes qui vont accoucher, qui ne savent pas où aller à la sortie de la maternité. Ça aussi, on ne peut pas laisser ces femmes sans solution, donc nous allons prendre une initiative sur le sujet. Oui. Parlons maintenant aussi du travail. On parle de plus en plus de télétravail, de nouveau, qui revient dans les grandes métropoles. Est-ce qu'au ministère du Logement, vous constatez un vrai phénomène de départ d'urbain vers des plus petites villes ou à la campagne, ou c'est un épiphénomène? Alors, c'est trop tôt pour le constater, puisqu'on a à peine quelques mois de recul, et le secteur immobilier a des chiffres qui ne sont pas tous cohérents les uns avec les autres pour savoir. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé des annonces immobilières de maisons en grande couronne parisienne ou à l'extérieur des villes. Après, entre le nombre de personnes qui vont regarder des annonces et le nombre de transactions, c'est vraiment trop tôt pour le dire. En revanche, sur le télétravail, nous réfléchissons dans les opérations d'aménagement à favoriser le télétravail, pas forcément chez soi, mais dans des lieux dédiés à proximité de là où on habite. Des lieux de coworking, ce qu'on appelle parfois des tiers-lieux, qui sont des lieux où on peut travailler, sont aussi des lieux de convivialité, sont des lieux aussi de rencontres, parfois d'activités. Moi, je crois qu'une partie du télétravail ne se fera pas chez soi, mais se fera à proximité de son domicile, avec d'autres personnes qui télétravaillent le même jour que vous, et ça crée aussi une nouvelle solidarité. Donc ça, il faut qu'on embarque ça dans nos programmes d'aménagement. Oui. Emmanuel Vargon, des bureaux vides aujourd'hui, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une crise pour les professionnels de l'immobilier d'entreprise? Est-ce qu'il ne faut pas transformer ces bâtiments en immeubles d'habitation, puisque vous disiez qu'on en manque justement, notamment pour les gens qui sont en pleine crise économique et sanitaire? J'étais hier à Toulouse et j'ai visité un bâtiment qui était un bâtiment de bureau il y a quelques années, qui est devenu un bâtiment de logement étudiant. Donc c'est vraiment des expériences qui marchent bien. Oui, je crois que le marché du bureau va être un peu différent dans la période qui s'ouvre qu'avant, et qu'on a des opportunités de transformer assez massivement des immeubles de bureaux en logement. On a encore des difficultés juridiques, on a des normes qui ne sont pas les mêmes, c'est parfois compliqué. Ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai demandé à mes services de travailler pour qu'on puisse accélérer et avoir plus de volume. Avec un dispositif d'aide peut-être pour ces propriétaires d'immeubles? Pourquoi pas? Après, c'est aussi un sujet d'investisseurs. Il faut attirer des investisseurs qui acceptent de transformer des biens qui sont pour l'instant des bureaux en logements. Moi, je crois que c'est vraiment possible et qu'on peut faire beaucoup plus de volume. Oui, à propos de dispositifs, il y a ma prime Rénov', c'est le grand chantier que le gouvernement a mis en place. Alors l'UFC Que Choisir, qui a regardé en détail, dit il n'y a rien de révolutionnaire finalement. Ça s'adresse aux foyers les plus modestes, mais pour les autres et classes moyennes, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce plan. Alors l'objectif, c'est pas de révolutionner les aides tous les 6 mois, l'objectif c'est que ça marche. Ma prime Rénov', on a eu 2,5 millions de visites sur le site cette année, 300 000 rien que la semaine dernière. Et oui, c'est dans la continuité de ce que nous avons fait à partir du début de cette année. Simplement, on a ouvert aux propriétaires bailleurs, on a ouvert aux ménages les plus aisés, notamment pour la rénovation globale. On fait maintenant une aide aux copropriétés elles-mêmes et pas à chaque copropriétaire. Donc c'est très fortement amélioré, avec 2 fois plus d'argent qu'avant. Et je pense qu'on aura beaucoup plus de volume. Là encore, on aura beaucoup de Français qui vont se dire c'est le moment de faire des travaux. Oui, la fin des chaudières au fioul, ça se confirme? Ça se confirme au 1er janvier 2022, mais je voudrais vraiment préciser, merci de me laisser une seconde pour ça.
C'est la fin de la possibilité d'acheter Oui. de nouvelles chaudières au fioul à partir du 1er janvier Oui, 2022. pour les existantes. Les gens qui ont une chaudière au fioul aujourd'hui, qui l'ont acheté cette année, l'année dernière, il y a 5 ans, vont pouvoir continuer à se servir de leur chaudière au fioul pendant 10, 15, 20 ans, le temps que cette chaudière durera. Ouais. En revanche, quand votre chaudière au fioul vous lâchera, vous la changerez, nous la changerons avec autre chose, pompe à chaleur, granulée ou autre. Est-ce que vous préparez des mesures pour le projet de loi qui pourrait arriver en décembre à la suite de la Convention citoyenne? Parce que les membres de la Convention citoyenne se disent déçus. Alors moi, je travaille sur 2 dimensions, puisque vous savez que le ministère du Logement est rattaché au ministère de l'Écologie, et c'est logique. Je travaille sur la rénovation, comment continuer encore à accélérer la rénovation des logements et des bâtiments. Il y aura des dispositions là-dessus. Et sur la question de l'étalement urbain, parce que même si les Français souhaitent avoir plus d'espace, on a quand même besoin de se demander si on peut laisser nos villes s'étaler toujours plus et nos terres agricoles, nos terres naturelles disparaître toujours plus. Donc ça fait partie des sujets qui seront dans ce projet de loi. Question avec Cécile de Ménibus, Emmanuel Vargon. Justement, sur la rénovation urbaine, il y a un rapport d'une sénatrice qui montre que les quartiers prioritaires ne sont pas toujours, que cette rénovation n'est pas toujours bien accueillie par les habitants. Même, ils pensent à une réelle violence pour celles qui sont installées. Quel regard vous avez sur cette situation ? Moi, je crois que la rénovation urbaine, c'est toujours une très belle politique qui permet de reconstruire, non seulement de reconstruire des quartiers qui ont été très dégradés, mais en fait de repenser ces quartiers, de les réouvrir sur le reste de la ville, d'avoir une forme de mixité sociale plus forte. Après, ça marche d'autant mieux que le travail est vraiment concerté avec les habitants, ce qui n'est pas toujours des logements sociaux, ou avec les habitants du quartier, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui nécessite de l'être. Vous savez, j'étais à Champigny avec Gérald Darmanin dimanche soir, suite à l'attaque du commissariat. C'est au bord d'un quartier de la politique de la ville qui va faire l'objet d'une opération de rénovation. Elle n'a pas encore été lancée. Elle est attendue en fait depuis longtemps et typiquement, dans ce quartier-là, il faut vraiment que cette opération soit construite avec les élus, avec la nouvelle municipalité, mais avec les habitants, parce qu'on n'a pas raison tout seul en fait. Il faut le faire collectivement. Et il faudra garder le commissariat ? Je crois qu'il faudra garder le commissariat. C'est une demande à la fois des habitants et des policiers. Merci Emmanuel Vargon, ministre délégué au logement, était l'invité de Sud Radio. Restez avec nous dans un instant, le journal de 8h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.